de tout ce que vous pouvez imaginer. Un étonne, quand il est en train d'intimider l'autre, surtout dans nos rangs là, c'est difficile de trouver quelqu'un, un enfant de quelqu'un qui a été. Mais au bout d'un an et demi, nous avons montré de quoi nous sommes capables. Et nous savons que l'année prochaine et l'année 2026, nous allons prendre les mairies de l'Aliké et ailleurs. D'accord, le FDC est donc sur le terrain et ne craint rien avec la fougue de la jeunesse, la volonté, la force du travail. Exactement. Justement, le FDC est toujours présent. Bertrand Bama, lui, il est enseignant. C'est les congés. Bonsoir et bienvenue, Bertrand. Bonsoir Jean-Jacques, merci. Je salue d'abord les panélistes qui m'accompagnent dans ce débat fructueux. C'est vrai que ce sont les congés. Je profite de ce moment pour me reposer et j'ai quelques petits travaux à faire également. C'est les congés, mais il y a encore toujours ce débat sur les cours de congés ou de vacances en cette période. Le débat a repris court. Il y a un camp qui dit qu'il faut laisser les enfants se reposer. Un autre camp qui dit qu'il n'y a pas de raison qu'on les laisse parce que les examens arrivent. Est-ce que ce n'est pas un peu trop de surcharger les enfants avec ces cours alors qu'ils ont besoin un peu de se décompresser, de se relaxer? Jean-Jacques, voyez-vous, à l'époque, on pouvait tenir ce genre de discours, mais avec les enfants que nous avons maintenant, il ne faut pas laisser ces enfants libres. Ah bon? Oui, il faut les occuper. Sinon, ils vont faire du n'importe quoi. Et on est déjà à un mois des examens. Pourquoi se reposer? Se reposer, qu'on a fait quoi pour se reposer? Donc, il faut occuper ces enfants. Et je pense que dans les établissements scolaires, les chefs d'établissement ont déjà mis les programmes pour que des cours de remise à niveau puissent être donnés. Surtout, souvenez-vous de ce mauvais résultat que nous avons eu l'année dernière. Donc, il faut déjà dès maintenant tenir compte de cela. Et surtout que la ministre de l'enseignement secondaire est très rigoureuse sur les conditions maintenant d'admission à ces examens-là. D'accord. Donc, il faut élever le niveau. Madame Dikoumé partage cet avis. Les cours de vacances, c'est utile? Oui, les cours sont utiles. Vous savez, tous les enfants n'ont pas le même niveau de compréhension. Dans une salle de classe, il y en a qui sont plus futés, qui comprennent tout de suite, d'autres qui ont besoin qu'on insiste, d'autres qu'on appuie sur les traits. Il y a la distraction également qui caractérise les enfants qui voudraient que souvent, à leurs heures creuses, qu'on essaye, n'est-ce pas, davantage de donner du sien. Mais simplement aussi, il ne faudrait pas trop appuyer. Pour la simple raison que ce sont des enfants qui, quelque part, ont besoin de repos. Ce sont les congés, de temps à autre, un peu, ils se distraient à autre chose, mais sinon, quand même, on n'abandonne pas tout à fait les cahiers, de temps à autre. Bertrand Noir, ton regard sur ces cours de remise à niveau pendant la période des congés? Moi, je pense que, Monsieur Jean-Jacques Zé, il faut que les autorités arrêtent un peu ça. Qu'il n'y ait plus... Je pense, quand l'année sort, on planifie l'année. Il y a un calendrier. Il y a un calendrier. Oui. Et il faut impérativement que les orientations et le calendrier qui ont été donnés soient respectés. Il y a des enseignants titulaires qui boycottent les cours dans les lycées pour aller donner cours dans les collèges et ils créent le vide. Et c'est ce vide qu'on vient occuper les élèves avec. Monsieur Jean-Jacques, je pense que nous, quand on annonce cela, le planning qui est donné pendant l'année avec le dosage est suffisant pour que, lorsqu'on donne les congés, l'enfant peut manier son emploi étant à la maison pour assimiler les cours là et non d'être encore sous la pression. En congé, s'ils viennent travailler et qui va payer, c'est toutes ces problématiques-là. Mais je pense que c'est important et beaucoup d'associations ont compris ça. Si on va par exemple à la Liki, mon frère Bertin, Bertin sait que l'AIDEL a pendant longtemps fonctionné pendant cette période en accompagnant justement les établissements. C'est vrai qu'ils ont commis quelques gaffes en se déployant. Certaines localités ont justement choisi d'opérer avec parfois la ressource locale, les jeunes étudiants locaux, les jeunes enseignants. Oui, on organise de façon ponctuelle. C'est conscient de ce que les associations des élèves étudiants de nos régions organisent cela de façon ponctuelle. Pendant les congés. Pendant les congés, ça prend 2 ou 3 jours sur les questions, mais sur les questions précises. Ce n'est pas tout un programme. Non, ça prend on paye le même de toute façon, j'arrive, il faut qu'on soit clair là-dessus. Le programme ne peut pas le couvrir en une semaine, même en 2 semaines. Le programme du premier trimestre, le deuxième trimestre, c'est juste qu'on vient rôder les enfants à une ou deux choses. Et
C'est gratuit dans les établissements privés, là, c'est gratuit? Non, dans les établissements sérieux, ça se paye généralement en début d'année. Donc, donc on sait déjà que c'est... Non, c'est clair. C'est pour ça que beaucoup de parents convergent vers cet établissement, parce qu'au lycée, dit-on, il n'y a plus grand-chose là-bas. Bertrand, vous avez écouté le raisonnement. On ne peut plus nous-mêmes suivre nos enfants à la maison du fait de ces programmes qui changent d'une année à une autre, des manuels qui varient. Non, mais vous ne suivez pas ça tout couper vos enfants à la maison parce que vous n'êtes jamais là. Hein. Exactement. Non, pas jamais, pas forcément jamais. Vous n'êtes pas toujours là. Il y a un problème de fond. Il n'y a pas toujours. Il y a un problème de fond dans le système aujourd'hui, le fait de changer les manuels tous les jours. Même les enseignants ne s'en sortent pas. Hein, non, les enseignants même ne s'en sortent pas. Mais il y a déjà un phénomène, le fait de changer les livres chaque année handicape les enfants. Parce qu'il y avait un phénomène qui se produisait lorsqu'on était plus jeune. On lisait les livres des classes supérieures qu'utilisaient nos aînés. Donc on les maîtrisait déjà. Et quand on arrivait à faire la classe, il y a des thématiques qui nous étaient familières et puis ça passait très vite. Mais on change tous les ans et c'est toujours nouveau. C'est des idées nouvelles pour les enfants. Et je voulais revenir sur un autre phénomène aussi qui gangrène un peu l'éducation. À notre époque, nous étions combien numériquement? Pas assez nombreux. Il y avait des internats partout. Et la majorité des enfants étaient internes. Et là-bas, on trouvait une discipline qui était carrée, où les enfants savaient qu'ils répétaient leurs leçons, ils étudiaient avec des heures. Indépendamment des internats, le peu qui était externe, automatiquement, ça arrimait à ceux de l'internat qui, parfois, venaient même aux heures d'études. Voilà, tu vas à l'internat. On a vécu cela. On a vécu cela. Maintenant aussi, il y a un autre problème, l'explosion démographique. Il y a trop d'élèves aujourd'hui, et parce qu'ils sont donc très nombreux, il y a eu une multiplicité d'établissements, mais on a un phénomène bizarre. Et que vous trouvez un enfant qui habite Mendom et qui est au lycée de Mana. Vous trouvez un enfant qui est en Kolandom et qui carrément est au lycée de Nkondongo. Parti donc déjà de la maison à une certaine heure pour l'établissement, ce qui est certain, c'est que généralement, avec les bouchons et tout ce qu'on veut, l'enfant n'arrive pas toujours à l'heure. Il arrive en retard, il est déjà fatigué, il est stressé. Voilà, il est stressé. Et indépendamment de ça, on va revenir sur un autre phénomène, celui de nous-mêmes les parents. À une époque, lorsqu'on réalisait la baisse des niveaux, de certains d'entre nous à la maison, on prenait des répétiteurs pour eux, à titre privé pendant la période de congé. Ce n'est pas tout le monde qui faisait répétition, c'est ceux qui n'avaient pas très bien travaillé ou qui avaient eu une moyenne égale à 10. Les parents estimaient que c'était faible, il fallait relever son niveau. Relever le niveau. Donc ça se faisait. Aujourd'hui, les parents sont donc tellement pris. Nous sortirons d'ici aujourd'hui à quelle heure? Après cette émission. Vous pensez vraiment que lorsque j'arrivais à la maison, il faut apprendre le repas du soir, il faut faire d'autres choses. J'ai vraiment le temps encore de répéter l'enfant. Ce n'est plus possible du tout. Et même le répétiteur qui vient prendre du temps en attendant déjà que les enfants qui étaient en journée à l'école reviennent. Donc c'est impératif que pendant les congés, on relève le niveau de ces enfants-là parce que ce n'est plus du tout évident. Mais maintenant, il faut toujours s'arrimer à la donne. Cette donne de modernité qui veut qu'il y ait aujourd'hui Internet. Le net aujourd'hui occupe nos enfants. Ils sont plus très attentifs comme nous hier. Il y a un peu de distraction. Et comme disait déjà M. Volo avant moi, ce que vous avez enseigné dans l'avancée des programmes pour des raisons parfois inavouées et estime qu'en 14 jours, ils peuvent se rattraper. Mais hélas, venir donner des supports physiques aux enfants et faire un ou deux exercices ne pourrait combler le retard. ABT depuis Berthois qui n'est pas d'accord avec ses collègues qui sont sur le plateau concernant la raison d'être de ces cours de vacances pendant les congés, les cours de répétition. On accueille le président Silas Soum avec cette question. Bonsoir président et bienvenue. Merci de m'avoir invité, M. Jean-Jacques. Allez, vous entrez au moment où on est en train de parler des congés. Le débat revient parce que les enfants, on les voit toujours en tenue de classe, toujours en train de prendre le taxi en cette période. Certains de nous, les parents, on vous réveille. Au moment où vous pensez que vous avez un peu soufflé, on vous réveille lundi matin, on dit il faut aller à l'école. Quelle école? Il y a encore des cours. Est-ce que c'est utile d'avoir cette programmation pendant les congés? Bien. D'abord, il faut souligner la responsabilité des pouvoirs publics. Et nous sommes dans une république où les compatriotes ont l'habitude de dire que toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Lorsque nous nous retrouvons dans un état où tout le monde pense qu'il peut tout faire, c'est un problème. La preuve, ces promoteurs d'écoles privées pensent qu'ils sont dans un état où chacun peut faire tout ce qu'il veut. Les programmes pédagogiques sont définis par les écoles privées et non par les pouvoirs publics, où j'ai souvent dit que est-ce que nous sommes dans deux républiques où les autres fréquentent jusqu'à vendredi, les autres continuent jusqu'à samedi? C'est un problème. Il faut comprendre que le pouvoir public a échoué par tous les moyens. Les gens ont tendance à dire, toi tu as fait quoi pour le Cameroun? La responsabilité est partagée. Je dis non.
Le pouvoir public est le gendarme de la République. C'est lui qui définit. C'est lui qui définit la politique de la nation. Du moment où le pouvoir public a échoué, même la basse classe va échouer. Si, dans votre entreprise privée, d'abord, je ne peux pas avoir la qualité, moi, président national d'un parti politique, de fermer les églises, parce que je ne bénéficie pas des missions régaliennes de l'État, contrairement au ministre de l'administration territoriale. C'est la même chose avec les pouvoirs publics au niveau de l'éducation. Ils doivent se rassurer que ce qui a été défini par la politique de la République est appliqué par tous les moyens, par tout le monde, quelles qu'en soient vos affinités auprès du ministre de l'enseignement secondaire ou l'éducation de base. Vous devez respecter la réglementation définie par la politique publique. C'est le contraire de ce que nous vivons au Cameroun. Nous avons constaté que c'est du bordel. Les jours ouvrables ne sont pas respectés. Chacun peut décider d'aller au-delà de 15h30 dans certains établissements. On retient les enfants jusqu'à 18h. C'est l'échec total. C'est l'échec total du pouvoir public. Je vais prendre l'exemple du Gabon. Est-ce que c'est pour avoir des bons résultats? Non, ce n'est pas pour avoir de bons résultats. Respecter la réglementation n'empêche pas les bons résultats. Et il faudrait aussi que ceux qui bénéficient des subventions de l'État, ces écoles privées-là, doivent respecter également la pédagogie définie par la politique publique. Je vais prendre l'exemple du Gabon. Au Gabon, nous sommes à l'arrondissement de Yaoundé 3. C'est ça, non? Oui, ici c'est Yaoundé 3. Yaoundé 3. Les prix sont arrêtés par... Les prix sont homologués par arrêté ministériel. Ça veut dire que dans l'arrondissement... On a annoncé. Les Camerounais ont été rejetés en Malabo. Décrit le phénomène dont on parle dans le texte. Hein? L'enfant écrit xénophobie, il s'agit de la xénophobie. Il met Z, il met F, il met OBI. Si c'est ça, puisque quand tu lis, tu comprends que c'est xénophobie, l'APC dit qu'on doit lui donner le poids parce qu'il a compris le phénomène. Si c'est en EC, on dit au professeur d'ECM de ne pas lui enlever le poids pour des raisons liées à l'orthographe, parce qu'en fait, c'est en français qu'on doit lui enlever les points. On ne peut pas le sanctionner pour les fautes de français en français, dans la discipline de français. On le sanctionne encore. Par contre, l'enseignant a quand même le devoir de signaler que en réalité, mon type, c'est pas comme ça qu'on écrit. Ouais. Donc, voilà le problème. Voilà l'un des problèmes. Le 2, le téléspectateur collègue qui a réagi, on ne parle pas pendant les congés des cours pour rattraper le programme. Non, on ne parle pas de ce cours. Un enseignant sérieux à cette période ne fait pas les cours. Il faut rappeler qu'on est dans le système de progression. Donc quand on arrive là, on sait qu'à telle période, la progression, dans certains établissements, j'ai envie de vous dire, dans celui qui m'emploie, une bonne partie du programme a déjà été couverte. Quand un enseignant est sérieux, vient à temps. À cette période-ci, on appelle ça les travaux dirigés. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on se rend compte que les enfants rentrent à la maison, ils n'étudient pas. Pour quelqu'un qui parlait des enfants qu'on retient jusqu'à 17h. Les formules qu'on trouve à l'établissement, c'est que vaut mieux les retenir jusqu'à 17h. C'est-à-dire qu'on a fait les cours à 15h. Ils souffrent un peu. Ils étudient jusqu'à 17h parce que quand ils arrivent au quartier, ils sont dans leur téléphone Android, WhatsApp étant aspirant, pour ceux qui en ont. D'autres, ils regardent les matchs. Dans d'autres encore, c'est les familles démunies où il faut aller vendre également le poisson. Le soir, il a fait ceci. On intègre tous ces éléments et l'établissement prend donc des mesures pour pouvoir résoudre. Et laisse-moi te dire que souvent ça a payé. Je veux ajouter d'autres éléments. Puisque on condamne les enseignants ici là. Moi, je dis toujours, il faut voir où le problème commence. Vous savez, à l'époque de nos grands-parents, la maman restait à la maison. Le papa sortait pour travailler. La maman savait quand l'enfant rentrait de l'école, elle veillait, elle regardait, elle dit, comment tu as passé la journée? Montre-moi ton cahier. Elle vérifiait ce que l'enfant a fait. Mais vous savez, avec les conditions de vie maintenant, même Madame Dikoumé a dit, on va quitter d'ici à quelle heure? La femme doit sortir travailler. Le mari doit sortir travailler. Les deux rentrent à 22h. Qui va contrôler les cahiers des enfants? Personne. Le parent découvre même le travail de l'enfant lorsqu'on remet les bulletins. Vous voyez comme mon collègue disait tout à l'heure. Il y en a qui ne prennent pas. Donc, comme on disait tout à l'heure que c'est quand le parent découvre à la fin du deuxième trimestre que l'enfant n'a pas le niveau, il commence à chercher le plan B. Donc, raison pour laquelle dans certains établissements, on retient les enfants à 17h parce que l'enfant, si l'enfant rentre, le parent n'est pas là. Ce sont les réseaux sociaux qui vont éduquer l'enfant.
Et il faut donc constater que... On ne prend pas en compte. À côté de ceux qui rentrent, ils préparent d'abord parce que madame calcule pas. D'autres, la capacité de cet enfant qui est là depuis le matin, il faut encore prolonger jusqu'à 17h. Il y a deux pots. Il entend tout le quartier qui crie parce que les bars sont même courus à l'école. Il sait que c'est la ville L'Oréal en train de jouer, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a deux pots. Il a deux pots. Il a deux pots la journée. Chers collègues, si tu peux, je vais ajouter un autre élément. Les écoles, vous savez qu'il y a plein de centres de prépa des examens au quartier là. Oui. Et vous savez, je n'ai rien contre mes frères, mes amis étudiants, mes petits frères étudiants, mais beaucoup ce sont les étudiants qui ne connaissent rien. Ils font du charlatanisme. Et les parents vont là-bas. Oui. Dans les cas du oui, préparer les examens. Donc, ce qui est avec que les établissements ont compris que, puisque les parents vont là-bas, et les enfants reviennent parfois avec des informations terribles. Donc, puisque la demande est là, il vaut mieux organiser les cours, mais en employant les gens qui ont l'expertise nécessaire. Pour le faire. Parce que les enfants vont là-bas, vous les rencontrez à ils ont l'expertise nécessaire avec les résultats, pas du tout nécessaires. Non, le problème n'est plus au niveau des résultats. Oui. Le problème, c'est que l'année dernière, le collègue le disait, les conditions ont été durcies, notamment pour avoir la méritocratie. Il faut dire clairement aux gens... Pas durci, on est revenu aux conditions normales. Oui, parce que ça a été affaibli. Le système éducatif était mieux que ce nouveau système qui parle de l'APC. Les enseignants même ne sont pas formés pour le système APC. Et aussi, il y a un véritable problème au niveau des recrutements à l'école normale. 70% n'ont pas le vrai niveau et l'amour du métier. Et c'est pour cette raison qu'à la sortie de l'école, beaucoup de ces enseignants sont incompétents et cherchent seulement des nominations et aussi de quitter leur ministère pour chercher des postes ailleurs. C'est signé Mvogo. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont SP des ministres, hein. Vraiment là, du coup, là, ils sont en haut là-bas. Lorsque vous arrivez, c'est eux qui vous orientent, qui vous accueillent. Vous reconnaissez votre ancien enseignant, il est SP de monsieur le ministre. Tranquille. Bonsoir Jean-Jacques et ton panel. Le SG de FDC, qu'il se taise au lieu de dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Le Cameroun ne se résume pas à Yaoundé ou à Douala. Il y a des localités qui ne sont pas accessibles à la rentrée pour manque de route. Mais il interroge justement les pouvoirs publics. Il demande au pouvoir public de prendre les responsabilités. La route fait partie justement de ces responsabilités-là. Et souvent, c'est en octobre qu'on commence réellement les cours. Et c'est pendant ce temps, comme les congés de Pâques, qu'on arrive à recouvrir, à parcourir le programme Wadiébé Service depuis Kaélé. Service, il ne faut pas noyer les vraies préoccupations. Si tu demandes qu'il se taise alors qu'il est en train d'appeler les pouvoirs publics à faire leur travail, à lui permettre que les routes soient aménagées, que les enfants ne commencent pas les cours en octobre, ce serait également une bonne chose de ce côté-là. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Ce phénomène des cours pendant les congés est un problème du système éducatif camerounais qui est dans la rue. L'État du Cameroun est entièrement responsable de ce phénomène. François-Xavier Dobala qui donne ainsi sa contribution. On va peut-être prendre une dernière pour retrouver la thématique centrale de ce programme. On va avoir 90 minutes à peu près pour échanger sur cette thématique centrale qui parle du Conseil constitutionnel dont un membre a été nommé par le chef de l'État. Il s'agit de Madame Ouli Monique. Ce n'est pas fondamentalement son nom qui est au cœur du débat, mais militante du RDPC jusqu'à sa nomination. Du coup, on entend encore ces critiques sur la neutralité et donc la crédibilité du Conseil constitutionnel. Est-ce que ça peut porter atteinte le fait que vos camarades soient ainsi nommés au Conseil constitutionnel qui pourrait être la case de la neutralité? Non, monsieur Jean-Jacques, je commence déjà à vous rappeler que lorsqu'on nomme quelqu'un, il est question de la République. On met celui-là se retrouve au-dessus de tous les partis politiques, au-dessus de toute considération. Donc, après la politique, il y a vous. Et après vous, il y a l'histoire. Donc, lorsqu'on se retrouve au perchoir comme ça, on a été membre d'un parti politique. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes membre du Conseil constitutionnel. Je crois qu'on oublie le parti. On sert le Cameroun d'abord. C'est peut-être utopique, je vois cet en train de sourire, mais je tiens à vous dire que quand on parle, par exemple, des élections, c'est tout un processus. Les élections ne commencent pas dans les urnes. Il y a un dynamisme observé dans chaque parti politique. Au-delà de ce dynamisme, nous avons des élections. Proprement dit que nous commençons à préparer pendant les campagnes. Indépendamment des campagnes, maintenant, il y a les urnes. Après les urnes, nous avons justement la proclamation des élections. Donc, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui est dans les urnes. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui fait le comptage.
Mais il a un rôle capital dans le contentieux. Il a un rôle capital. Le contentieux vient après. C'est ce que je voulais dire. Mais il est important. Si vous n'avez pas terminé déjà avec le comptage dans les urnes, et l'ECAM n'a pas porté résultat auprès du Conseil constitutionnel, ce dernier ne saurait se mettre à lire des résultats qu'il n'a pas. Le Conseil constitutionnel se plie à un travail qui a déjà été fait en amont. Donc, avoir peur, parce qu'on se dit c'est une militante du RDPC qui est désormais au Conseil constitutionnel. Et la présomption de partialité. Non, moi je dis, vous savez, chacun de nous craint une chose quand on a une conscience, c'est un jour de passer au tribunal de l'histoire. On est au Cameroun, et lorsque vous êtes à un poste de responsabilité comme celui-là, vous êtes au-dessus de tous les partis. Vous pensez qu'il y en a qui craignent le tribunal de l'histoire là? C'est oui, qui détournent notre argent au quotidien, nous livrent des mauvais chantiers, des mauvais marchés. Particulièrement, et dont la moralité ne souffre. Vous ne voulez pas s'attarder sur elle particulièrement? Non, justement, il faut parler de la personne, même si ce n'est pas elle en tant qu'elle, une femme dont la moralité ne souffre de rien. Ce n'est pas par hasard qu'on a jeté le dévolu sur elle, c'est parce qu'on connaît son impartialité. Il y a une enquête de moralité. Voilà. Elle va donc se retrouver à cet endroit. Quand je parle du tribunal de l'histoire, demain le Cameroun vous regarde et vous juge. Quand vous le voulez ou non, il a beau ne pas vous demander des comptes de face comme je vous regarde, mais une chose est certaine, vous avez des enfants dans ce pays. Lorsque le litre de gazoil ou d'essence grimpe, ce n'est pas parce que vous êtes militant du RDPC que vous êtes à l'abri de cette flambée de prix. On connaît aujourd'hui cette impression fiscale. Est-ce que moi qui suis le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je suis à l'abri de cette pression? Nous faisons tous les frais de ce qui se passe. Nous venons de passer notre école au crible tout à l'heure. On a plus celui qui était du RDPC et qui est de l'opposition. À l'unisson, chacun a donné un point de vue parce que nous voulons que l'école change, que nous voulons que ce soit quelque chose de bien pour nos enfants, pour nos petits petits-enfants, pour la postérité au Cameroun. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui au niveau du Conseil constitutionnel. Cette dame qui sait que demain, après le RDPC, elle existe. Après elle a une filiation, dont des enfants, des petits-enfants qui vivent et qui vivront au Cameroun. Elle se doit d'être droite dans ce qu'elle a à faire comme travail. Elle a été nommée, c'est vrai, mais elle n'est plus là pour jouer le jeu de la nomination, elle est là pour servir le Cameroun. Bertrand Doigt, quel regard? Elle n'est pas premier ancien militant du RDPC à être au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on comprend ce débat-là aujourd'hui? Je voudrais dire ici, M. Jean-Jacques, que les membres du Conseil constitutionnel se retrouvent là. Certains sont nommés par le président de la République. Il y a d'autres par le président de l'Assemblée nationale. Il y a 3 autres pour le président du Sénat, je pense bien. Et ici, je ne sais pas, au niveau de la haute instance de la République, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un dont son profil ne cadre pas? La majorité des gens qu'on nomme, quand tu regardes le CV, ça cadre. Avec quoi? Avec là où vous les nommez. Mais sauf que on ne retrouve pas réellement ce profil en train de satisfaire les Camerounais pour un résultat meilleur. Je me souviens, je vais faire un exemple avec Camelco. Je ne sais pas si on a nommé un directeur général Camelco qui ne cadre pas à cette structure. Mais c'est l'endroit où c'est comme si on est allé prendre quelqu'un comme le moi et on a mis au point où il n'y a pas de résultat. On souffre toujours des mêmes choses. Pour dire quoi? Nous sommes très contents, très d'accord qu'on ne peut pas prendre des extraterrestres pour les mettre là. Oui. On va toujours prendre des gens qui cadrent avec l'endroit qu'on va les affecter. Mais ce que nous, au FDC, on revendique, on veut, c'est que tout ce qu'on a prévu pour le fonctionnement du Conseil constitutionnel, lorsque ces membres se retrouvent à l'intérieur, que la neutralité se prononce. Que vous allez voir que on va renouveler le poste de 2 institutions, sans délai quasiment. Et ceux qui sont morts avant au gouvernement, on n'allait rien faire. Et je vous expliquais cela par le fait que ces 2 structures ont une incidence directe sur la préservation du pouvoir du président Biya. Aujourd'hui, les faits me donnent raison, puisque de toute façon, Dodondo, qui n'a jamais été remplacé, a toujours son intérimaire là-bas. Je vais encore raconter une petite anecdote. Rappelez-vous que toujours dans le même profil, avec le même discours
de Mme Dikoumé, on en a entendu à son temps, on avait nommé, dans cette même... là, c'était les camps. On avait nommé Mme Delphine Tchanga. Oui. Comme membre de l'ECAP. Et là-bas, effectivement, quand on te nomme, tu bénéficies d'une... Tu dois être totalement impartial. Mais vous vous rappelez que Mme Delphine Tchanga avait commencé à gagner les marchés, dit-on, c'est elle qui produisait les... Il y a eu le cas Pauline Billon également. Voilà. Et c'était le même discours, on avait écouté ça, c'était pas Mme Dikou, mais c'était à la chaîne nationale, on disait que c'est des personnes qui sont d'une hauteur avec une trajectoire telle qu'ils peuvent servir la République, ils ne peuvent pas confondre les intérêts, mais ils se sont vus rattraper. C'est quand même ubuesque de se rendre compte qu'on est en train de nommer quelqu'un qui était un militant, convaincu et convaincant. Membre du comité central. Comité central. 2 mandats de... Pour aller gérer... pour aller être membre dans une institution qui est supposée être crédible et neutre. C'est un problème. Je ne sais pas quelle est la gymnastique que vous allez mettre dans la tête des opposants pour croire à cela. De toute façon, dans la forme, ça pose un problème. La deuxième chose, c'est que le mandat de ces gens est de 6 ans. Celui du président de la République est donc de 7 ans. Et donc, ils n'ont aucun moyen véritable de se gargariser à un moment donné de leur pouvoir et de ramener leur compte au courant. Parce qu'effectivement, à tout moment, on peut les dégager. Autant on les a nommés, autant on peut les enlever. La troisième chose, et c'est par là que je sors, quand vous êtes nommé au Conseil constitutionnel, c'est une promotion. Hein? Pas de moindre. Alors que vous bénéficiez d'une protection encore que les membres... Gros véhicules... Et là, quand vous êtes au comité central, vous n'avez pas de garde du corps. Oui. Vous n'avez même pas... Vous n'êtes pas à la tête d'un département ministériel. Et donc le président de la République, par sa magnanimité, par sa... C'est des termes qu'ils utilisent souvent. Il y a d'autres qui m'échappent. Vous pensez un seul instant qu'au moment où l'opinion nationale, internationale, les partis politiques, l'Église s'inscrit contre le non-renouvellement de la candidature et du mandat de M. Biya, cette dame peut utiliser sa neutralité pour ne pas pour laisser les choses se faire. Moi, personnellement... Pour vous, c'est un débat pertinent. Je trouve que vous avez raison et je vous félicite pour cela d'avoir mis ce débat sur la table. Et c'est pour que les Camerounais voient dans quoi on est en train de vouloir nous manger. C'est-à-dire que on a vu la mobilisation. Sauf que oui, d'accord, vous avez donné les 3 points. Sauf que Bertin estime, président, vous avez réagi là-dessus, qu'on n'ira pas chercher d'autres Camerounais à mars. On est obligé de faire avec les Camerounais qui sont là, quitte à ce qu'ils soient anciens militants. En fait, c'est quand vous êtes nommé que vous vous débarrassez maintenant des attributs de militants, vous devenez neutre. On n'ira pas chercher des gens au ciel quand même. Monsieur Jean-Jacques Zé, moi je dirais tout simplement que c'est de la manipulation mentale. C'est-à-dire prendre un ex-RDPciste, c'est-à-dire que c'est comme si j'organise un championnat dans mon village en Gourmapoui, je suis président d'un club, et je prends mon joueur qui est dans mon équipe. Vous en faites arbitre. Et il est arbitre. Il a changé de statut. Il n'est plus joueur. Et il est du village. C'est ton ami. Il est du village. C'est ton ami. C'est mon ami. J'ai toujours eu à dire que l'amitié est d'accepter que son ami puisse penser différemment. Non, je dis que, en fait, je dis que l'arbitre est l'ami du président du club. Et il est du village. Il est du village, c'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir rectifié. Merci. Et il est du village. Donc, que le système en place arrête de nous manipuler. C'est vrai, le monde, il est faux. Celui qui croit au monde croit à la femme. Parce que la femme, elle est fausse comme la diplomatie. Ah bon? Non, non, vous assumez. J'assume. Moi, je ne l'assume pas. J'assume. Que la femme, elle est fausse comme la diplomatie. D'accord. Comme l'Église également. Parce que ceux qui pensent que ce qui est fait, d'abord la nomination, elle est discrétionnelle. Le diplôme est pour l'individu et la fonction est pour l'État. Est-ce que ces gens à qui on a responsabilisé sont réellement au service de l'État? Pourquoi? Parce que à chaque fois ils bénéficient des nominations, ils organisent des cooptails. Ils oublient que c'est des responsabilités. Ils doivent rendre compte. On avait vu le président Clément Atangana fêter. Hein. Ils disent merci au président. C'était une danse incroyable. Voilà. Ils doivent rendre compte. Est-ce que d'abord, l'arbitre suprême, qui est le président Biya, lui qui a bénéficié de la souveraineté du peuple camerounais, il a signé un contrat de droits et de devoirs avec nous et il ne rend pas compte de l'avancée de ce contrat. Combien de fois
un militant du RDPC qui a eu une promotion pour être à l'aise, pour être épargné du quotidien, pour être à l'abri du je ne sais pas de quoi, viendra rendre compte aux Camerounais au détriment de celui qui lui a donné tous ses avantages. Qu'on essaye un peu d'arrêter cette manipulation mentale. C'est-à-dire, moi, je suis... On ira chercher d'autres Camerounais. Non, mais écoutez, M. Jean-Jacques Zé, ici, la question ne se pose pas au niveau des Camerounais. La question, c'est la crédibilité et de l'institution. De l'institution et d'abord la moralité des gens qui assument cette responsabilité auprès de cette institution. Vous ne pouvez pas sortir du RDPC. D'abord, nous savons comment est-ce que ça se passe, même au niveau de vote de leur maire. C'est les élites du parti qui décident qui est maire dans cette commune. C'est la même chose, c'est le même phénomène qu'ils pratiquent dans ces institutions. Vous arrivez au ministère, le ministre en charge d'une responsabilité, les membres de sa famille sont assis sur les fauteuils de la salle d'attente comme si c'était le salon de la maison. Nous savons comment les affaires sont gérées au Cameroun. Et que vous prenez quelqu'un qui est du RDPC et que vous dites que c'est une promotion, il va au Conseil constitutionnel et vous attendez à ce qu'il soit crédible, je dis non. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un procès d'intention à ces gens qui peuvent s'élever, Bertrand, qui peuvent s'élever, qui peuvent faire normalement leur travail? Il y a le taximan Daniel, le taximan qui dit, bonsoir le panel, c'est parfois bien de donner la clé de ta maison à un bandit, de garder. Parfois, il peut bien garder ta maison. Dit que peut-être que c'est la bonne astuce. Jean-Jacques, avant de répondre à cette question-là, je vais d'ailleurs répondre à cette question, je vais vous raconter une petite anecdote. Jean-Jacques, à l'époque, quand j'étais élève, il y avait un président de la coopérative d'un établissement qui devait affronter, donc, il était, je pense, en classe de première. Sa salle de classe devait jouer avec une autre première. Et l'arbitre qui avait été choisi pour diriger la rencontre et faisait partie de l'association des sports chapeautée par la coopérative. Donc, vous savez, à un certain moment du match, le président de la coopérative a dit à l'arbitre que on t'a choisi pour te mettre là. Si tu ne me donnes pas le pénalty, je te dégomme après. Je te dégomme. Jean-Jacques, vous voyez. C'est Kourouziza, les matchs du président Kourouziza. C'est ce qui se passe actuellement. À moins de 3 mètres. C'est ce qui se passe actuellement, Jean-Jacques. Vous savez, quand vous prenez un membre du RDPC, parce que je pense que je n'ai pas lu sa lettre de démission quelque part, qu'elle démissionnait du comité central. Si vous avez lu, montrez-moi. Elle est aussi la femme du DG qui dirige la... Non, vraiment, je ne peux pas entrer dans sa vie privée de ce côté. Vous dites que cette nomination prouve simplement que le pays n'est plus géré. Cette dame qui est nommée n'a pas une formation appropriée pour siéger au Conseil constitutionnel. Et je pense que c'est maladroit de la nommer là-bas. Je suis du R, c'est le message qui dit. Mais cette nomination ne respecte pas la logique des choses. L'Est a besoin d'intellectuels qui ont beaucoup d'intellectuels qui ont une formation dans ce domaine et qui peuvent occuper ce poste. M. Vogo, je pense qu'on ne parle pas de sa trajectoire intellectuelle, même si on sait par ailleurs qu'elle est ingénieure agronome et qu'il souhaiterait peut-être que ce soit les magistrats qui se retrouvent de ce côté. Mais après avoir écouté Mme Dikoumé, les uns les autres, on a l'impression que pour eux, ces nominations-là ne peuvent pas garantir la crédibilité du Conseil constitutionnel. Non, ça, on le leur concède. Et puis, je ne m'attendais pas à autre chose de différent. Ils sont de l'opposition. Et ça ne saurait passer. C'est une pilule qu'ils ne peuvent pas avaler. Vous savez au moins que c'est une pilule. Le président leur aurait fait le bonbon. S'il avait fait le bonbon, on n'en serait pas là. D'après eux, ça dit que même si ça avait été Mme Dikoumé, qu'il serait aujourd'hui toujours en train de jasser. Non, c'est pas possible et tout. Pourtant, en appartement, on se me dit, non, mais toi, au moins, tu n'es pas comme les autres. Mais curieusement, si on me nommait, bien que je sois du RDPC, non, les mêmes langues allaient s'élever. Il y a quelqu'un sur le plateau qui a même dit quelque chose, à savoir qu'il faudrait que chaque parti essaye de se reconnaître là-dedans. Mais nous avons eu un cas ici, mais ça n'a empêché aucun tollé. L'UPC, qui envoie son représentant à l'Assemblée nationale, la personne de l'ONA, Bapalipote, et qu'on on a fait Bapalipote. C'est vous qui choisissez Bapalipote. Attends. C'est pas nous qui le choisissons. On fait de l'UPCA, n'est-ce pas, d'une société, mais c'était terrible. Ça dit qu'on avait l'impression que c'était un militant du RDPC, pourtant il venait de l'opposition. Et jusqu'aujourd'hui, ces pères l'ont vomi, on a estimé que non. Quand il arrive à l'Assemblée, quand il arrive à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est le RDPC qui l'a porté là? C'est vrai que ce n'est pas le débat du jour. C'était un consensus en interne de l'UPC
le porte, n'est-ce pas, comme représentant de l'UPC au Parlement. Il arrive, aujourd'hui, ils veulent organiser leurs choses, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, ça ne donne plus. Est-ce que c'est le rôle du RDP, c'est lui dire, écoute, comme on ne veut plus de toi, il faut repartir. Mais non, ce n'est pas nous qui l'avons amené, ce n'est pas le RDP de demander à l'honorable de repousser chemin. En lieu et place, n'est-ce pas, de l'UPC, on fait de lui PCA d'une société d'État. Ça a été l'autorité générale. C'est pour dire qu'avec l'opposition, même lorsque vous allez convoquer tous les anges de la terre, même lorsque vous ferez... L'opposition s'opposera toujours. L'opposition s'opposera toujours. L'opposition est dans son rôle. Donc, il n'y a pas à justifier. Le problème du Conseil constitutionnel, c'est un faux débat pour revenir sur ce que vous avez dit. Peu importe... Mais est-ce que même par galanterie, pour éviter justement qu'on perde tant de salive, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Il y a quand même des gens qui ont la présomption d'impartialité et qui se reculent dans la société civile, dans les églises, dans le corps même de la magistrature. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher cela? Monsieur Jean-Jacques Zé, nous voyons un peu les émules du côté de l'église aujourd'hui, l'église qui hier... J'ai pas de présomption, mais c'est beaucoup moins criard que... Pas avec le RDPC, mais avec le gouvernement, qui aujourd'hui s'érige contre ce même gouvernement-là. Qui voulez-vous qu'on aille appeler? Est-ce que ce n'est pas beaucoup moins criard que nommer... J'apprends sur ce plateau que les sorties de l'église sont contre le gouvernement. Tous les jours, avec des prêches violentes dans les églises. Vous voulez avoir des gens pour le gouvernement? Est-ce que ça dit que vous voulez avoir des gens pour le gouvernement? Non, ce côté-là. Avec les églises, vous les regardez d'un mauvais œil parce qu'ils seraient contre le gouvernement? Non, libre est de se comporter comme il veut. C'est pour vous dire que même si on avait appelé quelqu'un à l'église, vous n'êtes pas toujours sûr que ça n'aurait pas fait contestation. Mais vous-même, personnellement, on allait toujours vous dire non. Ça vous éviterait de vous battre sur les plateaux pour défendre. On ne se bat pas sur les plateaux, on débat. Pour essayer de défendre cela. On débat. Mais c'est pour dire que quelle que soit la personne qu'on allait appeler, l'opposition allait estimer que c'est quelqu'un de corrompu. La personne est déjà trempée, la personne défend par les idéaux de la République, mais parce que c'est le RDPC qui a appelé, il y a problème. C'est le rôle de l'opposition de s'opposer à tout. D'accord. Nous savons également qu'aux États-Unis, le président nomme les juges, la Cour suprême, et ça ne cause aucun problème. C'est ce que le téléspectateur voulait nous rappeler, qu'il ne faut pas toujours qu'on soit en train de se plaindre, qu'ailleurs ça se passe également comme ça. Nous avons vu dans ce pays l'épouse d'un ADG inaugurer une structure en lieu et place de son époux. Peut-être que c'est transmissible par d'autres voies. Le pouvoir est comme ça. Le Cameroun est extraordinaire. Bon après-midi, Simon de Nkwabank, pas l'épouse d'un ADC. On l'a bien vu, on sait de quoi vous parlez. Il y a une sagesse africaine qui dit, dans un conflit où le lézard est juge, le margouillat peut dormir tranquille. C'était même mieux qu'il nomme les membres de sa famille. Wadiébé, service du côté de Kaélé. Tu as des punchlines terribles quand ça vient de mon frère du côté de Kaélé. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec le Conseil constitutionnel est conçu pour servir le président de la République, c'est vous qui le dites. De plus, ses membres sont nommés. Dites-moi donc comment cette institution peut traiter les dossiers avec impartialité. Je salue chaleureusement l'argumentaire et la métaphore pris par le monsieur en costume bleu, ce qui biaise également la démocratie. Ernest Zambo, journaliste depuis Ekounou, qui vous souhaite une très bonne émission. Ce qui énerve même, c'est qu'elle a une formation d'agriculture. Bon, il peut rien. Tout est exposé. Il faut bien qu'on lise les profils des uns et des autres. Le Conseil constitutionnel doit dire le droit de ce côté-là. Mais oui, vous aurez la parole tout à l'heure. La parole est à Bertin sur la question. Maintenant, on est dans l'exécution de ce qui est prévu par la loi fondamentale. Le président nomme, ainsi que ceux qui sont là, qui sont censés nommer, nomment également. Pour le moment, c'est ça, il faut bien faire avec. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas penser que les Camerounais puissent vouloir faire leur travail? Je voudrais ici, à l'entame, peut-être... et moi, que s'il ne travaille pas bien à Lobo, 35 ans encore, il ne va pas encore être là. Nous pensons, le FDC pense que le président de la République doit renouveler toutes les instances pour nommer les jeunes. Parce que ces jeunes resteront. Vous et moi, on peut encore faire 40 ans de vie. 40 ans ensemble. Et je vais toujours te rappeler que Jean-Jacques, voici la route que tu devais faire. Tu n'as pas fait. Nous tous, on va passer par le marécage là. Oh, la réflexion globale, c'est qu'au Sénat, au Conseil constitutionnel, il faut mettre les gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui peuvent dire non quand il faut dire non, parce que leur vie est déjà derrière. Je pense que c'est un critère qui ne tient pas. Le critère qui doit tenir, c'est que combien est-ce que tu vas encore mettre si tu travailles mal?
ici pour que les gens continuent à te voir. Or, au niveau du président de la République et les gens qui n'ont pas tout, ce sont les jeunes qui sont de côté et les gens qui ont roulé là-bas depuis les années, ils viennent encore occuper les postes. Et puis même encore, cette dame-ci, si elle ne cadre pas avec le profil, M. Jean-Jacques, est-ce que comment cela est vraiment encouragé? Comme si, dans le RDP, disons même que elle est du RDPC, comme on dit, est-ce qu'il n'y avait pas de gens... Vous êtes d'accord que ce n'est pas un faux débat? Non. On a eu l'impression à l'entame ici que vous trouviez que vraiment les partis politiques doivent laisser cette affaire-là travailler à être présents sur le terrain et non vous intéresser. Le problème, je peux me justifier de cela, parce que pour que nous soyons à la mairie de Monatélé, nous sommes passés par le conseil. Le MDC est passé par le conseil. Et comme on avait tout en main, ça a été positif. C'est pour cela que je suis entré par là. Pour dire que vous n'allez pas aussi revendiquer, ayant les bras croisés, ne foutant rien sur le terrain. Et vous allez aller saisir le conseil constitutionnel pour dire que nous voulons faire ceci. Vous n'allez pas avoir la preuve. Et le conseil va vous dire que nous n'avons pas à gérer votre cas. Or, si vous avez de fonds en main convaincants, comme nous on avait, on s'est retrouvé à la mairie de Monatélé. Comment est-ce que je vais dire que le travail n'est pas fait? C'est fait quand les preuves sont aussi. Donc, quelle que soit la configuration, entre guillemets, du Conseil constitutionnel, quand vous êtes sur le terrain, quand vous avez les éléments... Quand vous avez... Ils auront... S'ils dégagent, ils auront honte. La honte? Oui. Ils auront... Parce qu'il y a des dossiers que... C'est très beau ce que tu dis. Question de honte. On va enchaîner. Bonsoir Jean-Jacques et à ton panel. La mission première du Conseil constitutionnel est de veiller à la constitutionnalité des lois. Malheureusement, on n'entend pas cet organe à ce niveau. Il y a dans notre pays de nombreuses lois anticonstitutionnelles. Cet organe est devenu une caisse de résonance pour le parti au pouvoir, malheureusement. Steve Jobs depuis Japoma à Douala, parce qu'il faut bien qu'on se le dise, hein, le rôle du Conseil constitutionnel ne concerne pas seulement l'élection. C'est un travail permanent d'ailleurs. C'est le gardien, il doit veiller à ce que toutes les lois de notre pays soient conformes à la Constitution. Et donc, on doit pouvoir voir un peu plus le Conseil constitutionnel, pas l'attendre seulement en période des élections. Madame Dikoum ne comprend pas grand-chose et elle fait tout ce qu'elle fait là pour avoir un poste. Madame Dikoum, mais c'est pas mauvais, non? C'est un poste. Encore là, si on vous nomme, nous, on va fêter. Encore que je ne me plains pas. Non, si on vous nomme, nous, on va fêter. Quand vous nomme vite. On va signer les motions de soutien, Madame Dikoum. Mais le travail que vous faites là, il faut qu'on vous nomme. Moi, je connais des gens qui ne saluent plus depuis qu'il y a les nominations au comité central. Ils ne parlent plus avec les autres. Quand ils regardent la tenue du parti, il est même fâché. Finalement, est-ce que ma part va arriver un jour? Vous pensez qu'un individu change comme ça? Il faut d'abord définir ce qu'on appelle militant. Et vous allez comprendre qu'un militant ne change pas, pas par un décret présidentiel. J'insiste, l'Est a une élite, d'accord, si vous revenez avec l'affaire de l'Est là, faut garder ça. Le représentant du parti d'Emilia Tangana ne comprend rien à rien. Il y a des hommes et des femmes dignes dans ce pays qui doivent siéger au Conseil constitutionnel et qui ont bien travaillé pour la paix du pays. Ce qui se passe là, le R est en train de donner raison à ceux qui pensent que ce pays n'est plus géré. Jean-Jacques, vous trouvez normal qu'on nomme la femme d'un DG au Conseil constitutionnel? Où est donc l'équilibre dans le R, dont le R parle tous les jours? Je pense qu'il faut repenser ce pays. C'est un militant de votre parti un militant de mon parti ne pourrait pas avoir cette position-là dans la Il dit qu'il est militant du R. Et c'est là où il dit que le militant ne change pas facilement. Ça veut dire que même le militant qui est parti au Conseil constitutionnel ne va pas changer. Parce qu'il ne va pas voir ce que vous pensez d'elle. Bien sûr, bien sûr. Foipon Issa, et cela permettrait de mettre ce membre à l'abri de quelques tentative, que ce soit. Je voudrais savoir si la Constitution de 96 a été adoptée par voie référendaire. Non. Si la réponse est non, pourquoi devrait-on penser qu'on aurait dû dire non quand notre avis n'avait pas été demandé? Ailleurs, tant bien, c'est à vous qu'on répond, hein, tant bien que certains membres du Conseil sont nommés par l'exécutif, leur limogeage ou leur maintien ne dépend plus de l'exécutif. Ils sont là pour une durée bien déterminée, soit à vie.
qui plus est, le Conseil constitutionnel ne doit pas seulement s'occuper des élections, mais il doit assurer la constitutionnalité des lois. Il aurait même dû s'auto-saisir de la constitutionnalité des lois qui régissent le fonctionnement de l'ECAM. Soprika depuis Douala. La question sur comment faire, parce que madame est convaincue, et je pense que beaucoup de gens également, que quelle que soit la personne qu'on a nommée, il devait toujours avoir ce genre de réaction de l'opposition qui est censée s'opposer. Est-ce qu'il y a une manière d'éviter ce genre de débat dans le cas des nominations des membres du Conseil constitutionnel? Madame Djikou me disait tout à l'heure qu'en fait, si elle avait eu une autre réaction que celle que nous avions eue tout à l'heure, elle aurait été surprise. Je lui retourne la même posture, en réalité. Je savais que d'emblée, elle allait dire c'est un faux débat. Je vais vous rappeler que lors du grand dialogue qui avait été validé par une certaine opinion, le régime avec, il y avait le prélat dans des ateliers. Je rappelle d'ailleurs que le Christian Toumi, cardinal, était président d'une commission. La commission, je crois, de politique et tout ça. J'entends souvent Cabral Libi dire effectivement qu'il avait été dans cette commission. Vous voyez, il n'est pas ressorti que Toumi, dont les positions étaient connues, même sur l'affaire de la crise anglophone, avait mal travaillé. Au contraire, on a salué le rapport qui a été fait là-bas. C'est pour dire en réalité qu'on aurait pu mettre le prélat dans l'église. Encore que, quand on parle d'église, beaucoup, aujourd'hui, sur la base des intérêts, n'y voient que l'église catholique. Il n'y a pas que l'église catholique. Il y a beaucoup de familles religieuses. Peut-être en l'église, parlant maintenant des confessions religieuses. Pourquoi on ne met pas un imam là-bas? Bon, les imams n'ont pas encore parlé jusqu'ici. Ils n'ont pas fixé les 10 critères qui posent problème à beaucoup d'uns et qui éliminent même de manière factuelle certains candidats. Pourquoi on n'a pas pris l'église? Parce qu'en réalité, dans cette circonstance et dans cette période, dans le contexte plus précis, les décisions que l'on prend doivent être minimalement dégagées des contestations. Des suspicions. Des suspicions. Comment on fait pour ne pas avoir les suspicions dans le cassis? Vous avez le discours de Mme Dikoumé. Elle parle, et là je la félicite parce qu'elle parle au conditionnel. Elle se dédouanerait. Elle ne peut pas l'affirmer parce qu'en réalité, elle n'a pas fait, elle n'est pas entrée dans la tête de la dame. Parce qu'il est clair qu'on est des hommes. Entre la reconnaissance de la promotion, entre les intérêts propres qui peuvent être engagés, entre le fait qu'on va me regarder comment, entre le fait que certainement c'est même une 10. Ce que l'opinion retient, c'est 10. Vous allez démontrer que c'était un. Vous n'avez aucun élément, encore qu'il ne vous rendra pas compte. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez lui donner des rapports où X à 10, il change de 10 à 100. Et il lance un rapport officiel, constitutionnel. Vous allez bavarder, on va vous dire que vous êtes anti-constitutionnel, donc vous êtes des rebelles. Donc le débat n'est pas au niveau de on envoie. Vous étiez là-bas, si vous avez voulu dire que le FDC n'allait nulle part, vous allez rentrer et vous n'aurez rien fait. C'est pas que vous êtes trop fort. D'accord, on est toujours dans le cadre de ce débat. Madame Dikoumé, votre ami ne veut pas vous lâcher, hein, le militant du RDPC. Il promet qu'il va nous envoyer avant la fin de l'émission sa carte de militant. Il ne comprend pas pourquoi. Mais ça peut bien être un transfuge. Ça se voit partout. Là, ça évolue. Voilà. Ça peut arriver que ce soit un transfuge. D'accord, il dit que dire la vérité dans ce pays fait d'un militant comme moi un faux militant. Point d'interrogation. Madame Dikoumé, tu n'es pas militant plus que moi. Je pense à un moment donné qu'il faut rester lucide devant les situations. Je demande à Madame Dikoumé si Charles Ateba n'était pas militant du RDPC. Donc, voilà, qu'il était lucide. Je peux vous envoyer ma carte de militant que Madame Dikoumé, qui est a fait des cartes de militants du RDPC. Si on va finir par en demander. Est-ce qu'il faut un concours pour avoir la carte de militant? Il suffit que vous arrivez dans un comité de base, vous vous proclamez militant. Et on vous donne la carte. Alors, si on veut des élections transparentes. Ça pour estimer qu'on est militant, non. Le militant, c'est dans le quotidien. On ne se proclame pas. D'accord. Si on veut les élections transparentes en 2025, dans la chambre de l'ECAM, il faut certains pour surveiller les résultats qui sont un évêque, on est au Conseil constitutionnel, on vous comprend, un évêque, un pasteur quelconque, un imam, un membre du R, un membre de l'opposition quelconque,
une personne venant de nulle part, ça dit pas comme nous là, n'est-ce pas, que Ailé Cablay... C'est une belle proposition. Qu'est-ce que vous voulez Vous voyez qu'on ne peut pas tout rejeter. Voilà, il propose également, est-ce que ce n'est pas cette absence de ce que d'aucuns appellent galanterie politique qui fait problème aujourd'hui? Même par élégance, on aurait pu éviter ce débat. On est en année électorale, Bertin. La logique voudrait que nous fassions des choses qui peuvent satisfaire les gens. Mais lorsque la logique se perd aux intérêts que nous mettons sur pied, ça devient donc ce qu'on vit. Soyez clair, soyez clair. Ça devient ce qu'on vit. Pour dire quoi? Pour dire que il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sur pied. Il y a des moyens, il y a des gens auxquels on peut récupérer pour exercer les fonctions compliquées comme celles que nous sommes en train de faire. Mais qu'est-ce que la personne qui nomme recherche? S'il recherche ses intérêts personnels, ça sera tel qu'on est en train de voir là. Et il va se tenir sur la loi qui dit qu'il est libre de nommer X ou Y. Automatiquement, ça devient compliqué. Et pourtant, nous recherchons à satisfaire les intérêts de l'État, les intérêts des Camerounais. C'est à ce niveau-là donc qu'il faut souligner le point où, lorsqu'on veut mettre quelqu'un ici, dans cette salle, au regard de l'opinion nationale et internationale, faudra-t-il aller seulement prendre Jean-Jacques Zé? Non, on ne peut pas prendre Jean-Jacques Zé. Pourquoi? Parce que tout ce qui entoure là, ils vont dire que Bertin avec Jean-Jacques Zé, vraiment, ça ne peut plus rien donner. Ils ont bu la bière. Ils ont bu la bière. Le mieux serait que nous partions prendre quelqu'un de l'autre côté. Il vient jouer ce rôle. Maintenant, ce sont les intérêts de la nation que nous sommes en train de prévaloir. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous retrouvons dans les dominations qui sont sur le terrain. Et ça compte. Mais est-ce que ça fait problème? Vous qui avez été au Conseil constitutionnel, est-ce que vous avez ressenti un problème particulier dans le suivi de votre dossier du fait que certains membres soient des anciens du RDPC? Je ne peux pas dire le droit a été dit à notre et niveau, il n'a pas été maladroit. On ne peut pas prendre un dans 1000 ou 10 000. Non, c'est quand même un cas qui n'a pas... Je l'ai mentionné ici tout à l'heure, sauf que ça cause beaucoup de problèmes en dehors de l'élément que moi je suis en train de présenter. Et en dehors de cet élément, regarde donc la nomination qui vient déranger la conscience des Camerounais. Et pourtant, il y avait encore d'autres possibilités qu'on pouvait ne même pas... on pouvait faire allusion pour que l'opinion ne regarde même plus la situation. Nous pensons que, M. Jean-Jacques, il faut quand même que ceux qui sont à l'instance pour nommer, prendre des décisions, qu'ils laissent parfois leurs intérêts et qu'ils disent même que bon, nous on ferme les yeux aussi, on gère aussi pour que les gens ne nous agacent pas comme mais on va envoyer quelqu'un là-bas qui le lendemain va démissionner, il va commencer à chercher également à plaire de ce côté-là. Mais Bertrand, on a vu le Conseil constitutionnel siéger. Le contentieux en 2018 était en direct à la télé. On a vu un travail de professionnel, un travail méticuleux se faire. On n'a pas senti que c'était les anciens militants d'un parti qui travaillaient. Jean-Jacques, on a vu le conseil siéger, mais si moi, il y a une image qui m'a captivé. Les avocats d'un parti politique dont je préfère tel ou non, faisaient les plaidoiries. Il racontait avec des preuves. Mais je vous dis, Jean-Jacques, à la fin... Avec ce que vous pensez être des preuves. Oui, oui. Parce que vous et moi, ici, on ne peut pas dire qu'est-ce qui est preuve, qui n'est pas preuve. Ils ont soumis des preuves. Bon, c'est qu'ils ont qualifié preuves. Voilà. Et à la fin, j'ai vu un monsieur qui regardait. Il a dit irrecevable. J'étais scandalisé. Sauf que ce monsieur vous dit d'entame que ce que vous êtes en train de dire là, ça n'entre pas dans le cadre de ce texte. Mais dites-le quand même. Il dit irrecevable. J'étais fini. Jean-Jacques, j'ai dit. Donc je suis resté comme ça. Donc c'était sa seule parole. Et il a été remarqué pour ça. Jean-Jacques, vous savez, il y a cela une semaine, on parlait. Mais le fait de dire qu'il est irrecevable n'était pas contre la loi. Oui, il a dit sur la base des éléments qu'il avait. Sauf que Jean-Jacques. Il n'avait rien de militant. Jean-Jacques, ça c'est ce qu'il dit. Mon collègue venait de dire tout à l'heure que si il voit 1 et lui dit 10, on va retenir 10. Mais l'avocat dira que moi je vois 10 parce qu'il a accès aux documents. On ne va pas quand même caricaturer la justice à ce point, Bertrand. Pas caricaturer la justice. Exactement, Jean-Jacques, mais Jean-Jacques, sois un peu raisonnable. On est raisonnable. Non. Il y a cela une semaine, on parlait encore des sous-préfets qui interdisent des manifestations de certains partis politiques. Sur ce plateau-ci, on disait qu'à l'approche d'une élection, on ne devait pas avoir un tel climat.
Maintenant, vous voyez, une semaine après, on se retrouve maintenant au niveau du Conseil constitutionnel avec ce débat-là. Vous-même, vous voyez que logiquement, Jean-Jacques, on n'a même pas besoin de prendre les avions pour connaître cela. Une équipe, Jean-Jacques, 2 équipes qui doivent jouer. Une seule équipe doit... Une équipe, c'est bon, 2 équipes doivent jouer. L'équipe A, l'équipe B, c'est l'équipe A qui met l'arbitre central, les arbitres de touche, même la VAR. Vous-même, vous voyez que dès le départ, déjà, les dés sont pipés. Les dés sont pipés. L'équipe là ne fait pas seulement la VAR. Envoie les gens qui doivent lire la VAR. Jean-Jacques. Non, on comprend ce que vous avez entendu. Ce sentiment est normal. Pour ça que j'interrogeais tout à l'heure, par simple galanterie, pour nous éviter cela, on aurait pu nommer un enseignant comme vous. Moi, je suis neutre. Je ne suis dans aucun parti politique. Donc, si maintenant je me retrouve au Conseil constitutionnel, je vais faire mon travail. Et si un parti politique vient vous miroiter quelque chose là que... Jamais, jamais. Non, non, jamais. Moi, ceux qui me connaissent savent que, Jean-Jacques, quand il faut dire 1, c'est 1. D'accord. Est-ce que le neutre existe alors? Est-ce que le neutre existe? J'ai mon ancien patron qui disait que le neutre est naïf. Celui qui proclame être neutre est naïf. Est-ce que le neutre existe? Exactement. Je vous prends le cas du Sénégal, Jean-Jacques. Vous voyez, à un certain moment, j'ai dit, il nous faut des institutions fortes et des hommes forts. Mais ici, là, le Conseil constitutionnel est une institution forte, mais les hommes ne sont pas forts. Comment ça, ils ne sont pas forts? Ils ne sont pas forts. Des magistrats capés de ce côté. Oui, donc du côté professionnel, ils sont capés, mais sauf que maintenant, Jean-Jacques, ils sont là parce qu'ils préservent la marmite. C'est-à-dire quoi, ma mamie doit chauffer, mes intérêts et tout ça. Ils sont là, ils sont des carriéristes. Ils sont des carriéristes. On a vu quelques-unes de leurs sorties, mais sur la base de ces sorties-là, on a quand même vu qu'ils ont dit le droit. Oui, c'était pas caché. Oui, ce n'était pas caché. Sauf que Jean-Jacques, le secrétaire du FDC disait là, il se bombait le torse qu'ils ont. Ils ont combien de conseillers municipaux à la commune de Mona-Télé? Je veux dire ceci. Le conseil constitutionnel pouvait décider que le FDC ne siège pas. Ça, c'est une présomption. Ça, c'est une présomption. Le FDC a ses conseillers municipaux. Jean-Jacques dit à M. Noah que le Conseil constitutionnel et le Sénat n'emploient que les moustachus et non des jeunes. Monsieur Elundu, depuis Mangué, donc vraiment laisse l'affaire là. Vous n'irez pas là-bas. Demandez-moi les postes de DG qui sont disponibles. Quelque part, là. Oui. Je vous ai un peu le cas du Sénégal. Vous voyez, à un certain moment, lorsque le président Macky Sall a voulu contourner la loi, mais le Conseil a ramené Macky Sall. C'est ce qu'on veut au Cameroun, Jean-Jacques. À un certain moment, lorsque l'exécutif veut contourner les lois, le Conseil qui est le gardien des lois doit dire que non, ici la stop. On l'a vu, le droit. Avant le Conseil constitutionnel, la Cour suprême qui jouait ce rôle a annulé des élections. À Douala 5e, à Douala 3e. Plus d'une fois, ça a été vu à l'époque de Madame Foni qui était toute puissante, mais on a quand même annulé les décisions, les résultats. On a repris les élections de ce côté. Donc il y a quand même des faits qui montrent que lorsqu'ils veulent travailler, exactement, lorsqu'ils veulent travailler, ils travaillent, mais sauf qu'il y a des carriéristes, d'autres protègent leur carrière. Il ne faut pas les vieux, il ne faut donc pas les jeunes. Non, il faut qui voient les carrières plus loin. Non, il faut les jeunes, Jean-Jacques. Il faut les jeunes. Il faut un maillage. Bon, on peut même mettre une certaine tranche d'âge, 60 ans, oui, limite. On ne va pas prendre quelqu'un qui va aller s'asseoir, dormir. À un certain moment, il ne va même rien écouter. Et à la fin, il va dire... Ces gens passent des nuits en train de travailler. Vous n'avez pas vu les magistrats travailler. Vous demandez si c'est tout le mitako là qu'eux ils mangent pour tenir longtemps ainsi. Bonsoir Madame Dikou, mais bravo de tenir tête à ces députés en politique. Là c'est chaos. On la félicite. Si on était des députants, on n'allait pas la féliciter. Là c'est chaos. Parce qu'il y a du répondant quand même. Elle a été bousculée. Est-ce que ce débat en année électorale aujourd'hui n'est pas un élément de diversion de plus qui risque d'entraîner les partis politiques et les plateaux comme celui-ci à sortir du champ de la proposition politique pour aller à une affaire qui ne va même pas changer? Il ne va plus changer. J'ai dit au départ que c'était de la manipulation mentale. Je pense que tout doit être fixé sur le Cameroun. Nous n'avons qu'un seul pays, une seule république, une seule nation. Tout ce que nous devons faire doit d'abord regarder l'intérêt du pays. Ces gens qui ont la responsabilité de diriger le Cameroun nous disent, d'abord nous savons que c'est par l'épée qu'on fait la politique. Il n'y a pas de sentiment en politique. La politique est un plat froid. C'est ce que vous devez connaître. Ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir
voient seulement des intérêts, parce que la politique est une vocation égoïste. Mais nous n'avons qu'un seul pays, une seule nation, une seule république, le Cameroun. S'ils veulent maintenir un Cameroun debout, uni et indivisible, ils doivent passer par des consultations, par des enquêtes, par sondage, c'est-à-dire des responsabilités de cette envergure, comme le Conseil constitutionnel. Moi, je pense que ça ne devait pas être des décisions prises unipersonnelles. C'est la Constitution qui le prévoit. La c'est le 96, il va falloir d'abord la modifier. C'est la Constitution. Voilà pourquoi, dans un premier temps, je vais m'aligner pour dire que ce n'est pas un débat à tenir. Parce que lorsque le président du Conseil constitutionnel dit irrécevable, il applique la loi. Dernier mot. Il applique la loi. La loi dit quoi? La loi électorale dit quoi? Seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Donc le président du Conseil constitutionnel a le procès verbal de l'ECAM, a le procès verbal du parti que je préfère tel ou non. Qu'est-ce qu'il fait? Il applique la loi. Irrécevable. Ça veut dire que l'autre... On n'a pas besoin de savoir si c'est un ancien membre du RDPC ou pas. Non. Il dit le droit. Il applique. Il lit le droit. C'est-à-dire... Il dit le droit. Il dit le droit autant pour moi. C'est-à-dire le procès verbal de l'autre côté, étant donné que seul le procès verbal de l'ECAM qui fait foi, et aujourd'hui le procès verbal de l'ECAM dit qu'il y a un, et l'autre dit qu'il y a deux. C'est tout à fait normal. Il est dans son rôle constitutionnel de dire que c'est irrécevable. Parce que la loi électorale a prévu quoi? Que seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Par conséquent, en cas de contestation, parce que là nous sommes en contentieux électoral. Par conséquent, il est inadmissible qu'ils mettent sur la table deux procès verbaux. Que vous soyez représenté dans un bureau de vote ou pas, en cas de contentieux, même si vous avez 10 autres procès verbaux, c'est celui de l'ECAM. Il va prendre un seul. Et il va dire irrécevable. On ne va pas la condamner. Le condamner autant pour la loi. Il a lu le droit. Hein? Mais c'est malsain, il faut dire ça comme ça. Et c'est méchant. On n'est pas bourreau de son propre peuple. Ceux qui sont au pouvoir considèrent qu'ils sont nos bourreaux. Mais ça ne devait pas être le cas. Laissez-moi vous dire que ça fait la honte de l'humanité. Si vous parcourez le monde entier, ce qui se vit au Cameroun. Non, mais en termes de nomination, il faut rappeler que le même débat a lieu en France. Toujours sur les mêmes nominations. C'est prévu également que le chef d'État nomme là-bas. Aux États-Unis, c'est également pareil. Non, aux États-Unis, on a 200 ans devant nous. Oui, c'est pas parce qu'ils ont 200 ans. Vous voyez, donc avec 200 ans, le Cameroun n'a pas réussi à franchir cette étape. Non, mais il faut ajouter bien qu'aux États-Unis, un nombre là-bas, mais le terrain, comment on appelle ça, le mandat que celui du Cameroun qui a nommé. Mais le principe est d'abord là, c'est la nomination. Donc ce n'est pas parce que... Oui, ce n'est pas une honte. Si vous prenez l'exemple de la France, c'est le copier-coller. D'abord, celui qui est au pouvoir dit « je suis meilleur élève ». Et nous savons ce que son enseignant enseigne. Il est donc inadmissible que lorsque nous voulons parler de problème... Celui qui est au pouvoir, qui est votre ami là? L'amitié est d'accepter que son ami puisse penser différemment. Voilà. Mais aussi de dire que vraiment on laisse l'amitié là. Comme tu ne m'écoutes jamais, je ne suis pas là. Mais toi, on ne t'écoute pas et tu restes toujours ami. C'est quand même incroyable. Je suis ami parce que j'ai le mandat. Non, ce n'est pas l'amitié. C'est l'amitié. C'est l'amitié. C'est vrai. C'est la causerie. Hein, oui, celui qui ne vous dit pas que mon cher ami, ce que vous faites n'est pas bien, n'est pas votre ami. Et s'il n'écoute pas? Il est libre d'écouter, il n'est pas libre d'écouter. C'est pour ça que j'ai dit l'amitié d'accepter que... Même si tu ne m'écoutes pas, allons prendre une bière. Bon, l'amitié d'accepter que son ami puisse penser différemment. Je disais que le Cameroun, il faut tout fixer sur l'avenir du Cameroun. Oui. C'est-à-dire les intérêts égoïstes passeront, mais le Cameroun restera. Il faudrait que ceux qui dirigent le Cameroun, d'abord, ils n'ont pas ce qu'on appelle la conscience. C'est les inconscients qui disent le Cameroun? Pour quelqu'un normal, 42 ans, je vais prendre un cas simple. Le SUMIT, le Camerounais n'a jamais atteint 25 000 d'augmentation de salaire pendant 42 ans. Vous êtes au pouvoir. Le peuple continue à trimer. La misère. C'est-à-dire, le Cameroun est menacé. Oui, pourquoi j'ai demandé qu'il faut rompre l'amitié là? Vous comprenez? Le peuple camerounais ne croit même plus à son existence. C'est un discours de rupture. Oui, le peuple camerounais ne croit plus à son existence. Mais on ne peut pas être là et continuer à clamer pour des institutions qui sont contre nous. Ceux qui ont bénéficié du pouvoir des Camerounais
pour exercer un pouvoir politique, ils doivent utiliser ça avec sagesse pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Mais ce n'est pas ce que nous vivons. Ce n'est pas ce que nous voyons. Alors, ce qui est sûr, ça ne va plus changer. Non, ça doit changer. C'est avant et c'est vraiment du non, Conseil constitutionnel. Moi, je ne parle pas d'elle. Je suis dans un cas général. L'équipe est désormais complète. L'équipe, elle est complète, mais cette équipe, vraiment, que celui qui nous dirige, celui qui a bénéficié des voix des Camerounais, parce que le ministre n'a pas bénéficié de ma voix. Celui qui a signé un contrat de droits et de devoirs avec nous, il doit nous rendre compte de l'avancée de ce contrat chaque année. D'accord, Monsieur Jean-Jacques, juste une question à vos invités. Peuvent-ils organiser les élections et nommer des personnes qui vous feront perdre cette élection-là? La réponse est non. Tom, tu as répondu. Pourquoi est-ce que je vais poser la question aux invités? Je pense que nous qui avons soif du changement, on vu comment c'est parti, c'est très compliqué. Ils ont le stade, les habits, les marabouts, même le transport. Mais je vous promets. D'accord, Thierry de Yaoundé, on dit, comment dire au quartier, tu as fini avec qu'ils ont tout là-bas et que personne ne peut gagner. Monsieur Zé et à tout ton panel, bonsoir. Je pense que la crédibilité constitue le fondement même du Conseil constitutionnel. L'on ne saurait rester impartial alors qu'on a un passé de partisans pour le RDPC, comme le disait une célèbre artiste de notre pays qui a bu, boira. Jean-Marie depuis Kribi. On vous salue là-bas à Kribi. C'est curieux de voir déjà l'opposition organiser ses funérailles avant les élections. Touré de Douala, dont l'opposition ne doit pas se plaindre, dont les funérailles sont même déjà annoncées de ce côté-là. Le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'on dit très rapidement, est comme un dieu. Tout ce qui sort de ce côté est un dogme. Donc, il faut éviter de donner raison à ceux qui veulent brûler ce pays. Ils ne le brûleront pas, c'est notre pays, on n'a pas un autre pays. Nous sommes en train de donner les armes à ceux qui veulent faire du désordre. Je disais, le RDPC n'a pas besoin de faire tout ça pour gagner. Le RDPC est déjà bien préparé pour gagner au moins à 70% en 2025. Madame Dikoumé, votre camarade militant dit que vous n'avez même pas besoin de tout cela. Il semble accuser votre parti d'être à la manœuvre d'amener les militants pour être dans le corps arbitral. Voilà, elle a tout dit. Je ne sais pas si c'est il ou elle. C'est il, oui. Le RDPC n'a pas besoin de tripatouillage. Le RDPC est valablement représenté au Parlement. Le RDPC est représenté sur l'étendue du territoire. La dame même qui a été nommée n'est pas présidente du Conseil constitutionnel. Ce n'est qu'un membre, un collaborateur qu'on colle au président. Et j'ai dit à l'entame de l'émission que le Conseil constitutionnel ne lit que tout le résultat du travail déjà fait en amont. C'est la copie de l'ECAM qui fait foi et le Conseil constitutionnel qui se charge de proclamer le résultat dit tout simplement. Ce n'est pas de façon linéaire. Je ne sais pas pour quelle raison. Quand arrive là-bas, c'est qu'il y a un contentieux. Il faut qu'on jette le regard l'arrivée du de cette droit dame devrait effrayer. On n'a jamais refusé de recours. À chaque fois qu'il y a un problème, L'arrivée n'effraie personne, c'est indigne. on ne sait pas pourquoi il n'y a jamais eu de refus, de recours. À chaque fois qu'il y a eu dysfonctionnement, mais constamment, la Cour constitutionnelle s'est toujours manifestée. On a éliminé les élections à tel endroit, à tel autre. Il me souvient que le RDPC a même vécu ça. C'était les municipales à Yaoundé, oui, la Cour suprême a eu place du Conseil constitutionnel. Oui, à Yaoundé premier. On a connu ça aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi ça devrait faire des émules. Ce qui est certain, c'est que le RDPC, c'est un parti bien structuré, qui est bien préparé, qui vit à temps et à contre-temps, et qui, même en période creuse, est présent et est dynamique sur l'étendue du territoire. Encore que nous ne limitons plus qu'à l'étendue du territoire, c'est devenu un parti supranational. On aura encore mal à l'extérieur. Au-dessus des États. Oui, au-dessus, ça dit que de tout ce que vous voulez savoir, ça veut dire que même dans la diaspora. Je n'ai pas dit que tout ce que vous pouvez savoir, je ne fais pas l'État. C'est pour vous dire que même dans la diaspora. Au-dessus de la nation, alors? Non, comment? Supranational, c'est quoi? Oui, je voudrais dire peut-être transnational. C'est donc pour vous dire que nous sommes représentés à l'extérieur et que là-bas, nous sommes également bien organisés. Aujourd'hui, que le RDPC remporte le présidentiel ne serait pas une surprise. Simplement, moi, j'ai dit à mes pères, à mes camarades, j'ai dit ça à mes camarades de l'opposition, préparez-vous, structurez-vous très bien. Vous avez un problème, vous avez mal à faire cohésion dans l'opposition. Essayez de vous regarder dans les yeux, parlez le langage de la vérité. Parlez le langage de la vérité. Organisez-vous. Parlez le langage de la vérité. Ils sont de plus en plus recevables. Qui a l'habitude de gagner. C'est à chaque fois qu'on est dans la place, on s'attire des
les inimitiés. Ça, on le sait déjà. Donc, essayez de jeter les égoïsmes. Faites foule. Mettez-vous, n'est-ce pas, en rang serré contre le RDPC, peut-être qu'il en sortira quelque chose. Ce conseil ne peut être valable que si, ce conseil ne peut être valable si Mme Dikoumé acceptait également qu'il n'est pas bon de s'encombrer de ce genre de cueil. Oui. Vous avez clairement vu que toute la tirée qu'elle a déployée. Ça peut noircir votre résultat, même si vous gagnez. Et par là que je sors, c'est que, au vu du contexte, la chose la plus surprenante, ce sera que le RDPC gagne. Et s'il gagne, il ne pourra gagner qu'avec ce genre. D'accord, on retient cela. Finalement, vous parlez comme un opposant. Moi, je pensais que vous... Non, le bon sens, c'est non, parce que c'est à vous qu'on dit qu'il faut d'abord réfléchir sur le Conseil constitutionnel avant de parler et de dire que les personnes comme là-bas sont faibles. C'est inconsolable que l'on consulte d'abord bien la constitution de son pays et prenne le temps de bien comprendre avant de tenir un tel propos sur le plateau. Stéphane Ondoa depuis Odia. Jean-Jacques, c'est ce monsieur qui ne comprend même rien. Sauf que je veux dire ceci, Jean-Jacques. Moi, le conseil que Mme Dikoumé vient de nous donner là n'a pas sa place. Je peux accepter ce conseil. Tu n'es pas concerné, tu n'es pas l'opposition. Non, Jean-Jacques, je suis... C'est le conseil aux opposants. Non, sauf que je suis un citoyen camerounais et je vais subir tout. Je subis un conseil qui t'est pas adressé. Non, je vais subir. Jean-Jacques, attends, je vis au Cameroun. Non. Jean-Jacques, je vis au Cameroun. Madame, du coup, mais elle-même, elle a dit tout à l'heure que si le kilogramme de riz coûte 1000 francs, moi-même aussi, je vais subir. Je suis citoyen, donc je dois parler et je dois donner mon point de vue. Ce conseil devait être valable au cas où les composants de ce conseil-là méritent l'approbation du peuple camerounais qui est détenteur du pouvoir. Donc vous conseillerez qu'on retrouve un peu de tout le monde là-dedans. Exactement. De la société civile, les partis politiques, l'opposition, que tout le monde soit là-bas. Exactement. Voilà, que ce soit un peu plus équilibré. Regarde, Bertin, ce débat, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il ajoute, qu'est-ce qu'il vient ajouter? On est ouvert à un processus électoral qui a commencé. Est-ce qu'il ne vient pas semer un peu de distraction, de diversion? C'est le président du Conseil constitutionnel même est du parti. Vous avez suivi dernièrement ce qui s'est passé en Balmayo. Il a dit que non, il ne savait pas ce qui s'est passé là-bas. C'est le président du Conseil constitutionnel. Lui-même, il est indexé d'être inclus du parti qu'il est par rapport à ses fonctions. Après, il faut avoir raison, le membre qu'on vient de nommer. Je pense que ce qu'on doit faire actuellement, c'est que revoyons dans quel sens la Constitution doit être encore à revoir. Pour que ça ne donne pas la possibilité à retrouver les membres nommés de cette façon. Monsieur Jean-Jacques, comment est-ce qu'on peut lutter contre cela maintenant au mois d'avril? On n'y peut rien. On ne peut rien. À l'état actuel. À l'état actuel. Le mieux serait qu'on passe à autre chose. Sinon, on va crier pour rien et on va se fatiguer. Mais c'est le conseil du Hubert cette fois-là que le RDPC peut peut-être gagner ou va peut-être gagner, mais il ne se serait pas encombré des choses comme ça qui pourraient noircir. C'est lui qui estime. Alors, des bons points pour sortir de ce programme. Il faut apprécier quand c'est bon. Bonsoir à vous sur le plateau. Gisèle dit à Mme Dikoumé que le maillot Kani votera le RDPC à 100%. Voilà. En quelques secondes. Oui. J'ai envie de dire quelque chose qui, j'estime que ça favorise le RDPC lors des élections, qui déplace les élections au mois d'octobre. Parce que pourquoi? Je dirais, tout l'étendue du territoire camerounais, à la date là, c'est difficile et c'est compliqué pour que les partis de l'opposition... Ils ont les hélicoptères. Ils ont les hélicoptères avec l'argent du contribuable. Les voitures, c'est tout ce qu'il faut pour avoir au moins ses représentants dans chaque bureau de vote. Pour que les 26 000 bureaux de vote soient couverts par
un parti comme nous, à la période du mois d'octobre, c'est compliqué. Qui déplace ils ont les voitures de l'État. Au la première semaine du mois de novembre pour que ça donne la possibilité. La saison sèche. La période n'est pas différente. Ils ont les voitures de l'État. Ils ont les voitures de l'État. Ils ont le carburant de l'État. Les urnes ne sont jamais arrivées. Vraiment, on a attaché derrière le vélo, c'est pas arrivé. On a pris la moto, ce n'est pas arrivé. Les voitures se sont embourbées un peu partout.